Pendant très longtemps, il y avait une sorte de guéguerre entre le monde un peu start-up et le monde infopreneur bootstrap. On vit dans un monde aujourd'hui où malheureusement, la plupart des gens vont plus travailler leur image qu'autre chose et vont faire des choses pour plaire à des gens qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'aiment pas, juste pour flatter leur ego ou juste dans le but de vendre quelque chose ou d'affirmer quelque chose. Et ça peut être effectivement frustrant, incompris et même dérangeant. Ton corps, ton véhicule, c'est une de tes plus grandes richesses. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'optimiser tout leur business, etc. Mais ils n'optimisent pas leur sommeil, ils n'optimisent pas leur bien-être, ils n'optimisent pas leur énergie, ils n'optimisent pas tous ces trucs. Mais pourtant, c'est ta meilleure vitrine et c'est ton meilleur véhicule. Je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich. Tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business, grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les 3 premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre, tout à gagner à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance, merci Shine et bon épisode. On commence. Comme je te disais, Alec, du coup, tu fais partie des 12 premiers que j'ai invités sur la saison 1 du coup, de ce podcast Club Sandwich. Le but, en fait, c'était un peu de se dire, comme je démarre un peu dans l'exercice, moi j'ai plutôt l'habitude d'être à ta place, de dire, vas-y, je prends 12 potes, 12 entrepreneurs, pas mal de succès, quand même une belle audience, on va pas se mentir pour le launch du podcast, j'espère, dans 15 jours, 3 semaines au mois d'octobre. Okay. Et je suis trop content parce que franchement, il y a quasiment personne qui a refusé. Et donc, tu fais partie de ceux qui m'ont dit oui en 2 secondes. Donc, franchement, merci à toi pour tenir dispo et puis pour donner de la force à quelque chose qui n'existe pas encore, quoi. Avec plaisir, avec plaisir. Tu fais partie de ceux qui font les choses et qui les font bien. Donc, c'est avec tout naturellement que j'ai accepté l'invitation avec plaisir que je suis ici. Donc, merci pour ça. C'est cool, ouais. Et puis, on peut même faire une petite dédicace au crayon chez qui on est là, qui Ouais. est avec ce joli setup là. Donc, dans leur nouveau studio. Exactement, dans les nouveaux studios. Donc, merci au poteau Valran, à Sixtine et à toute l'équipe, tous leurs associés, etc. pour l'accueil. C'est cool, on est bien accueillis, on peut le dire. Hein, s'il y a d'autres qui veulent venir tourner des podcasts ici. Moi, dans ce podcast, il n'y a pas de concept particulier. Moi, en fait, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec les gens qui font, qui développent vite, qui ont une vision, qui ont de l'ambition. Et on ne va pas parler forcément du déclic, comme est le titre du coup, de ton podcast, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ce qui se passe après. Et en fait, comment en fait, on passe de 0 à 1, et après de 1 à 2, et de 2 à 10, etc. Ce qui est ton cas. Et en fait, toutes ces étapes qui sont hyper importantes, hyper différentes et avec à chaque fois, c'est pas le même jus de cerveau, c'est pas le même type d'exécution, c'est pas les mêmes patterns, etc. Et en fait, c'est un peu tout ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je te propose tout de même pour que peut-être s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, peut-être que tu puisses quand même te représenter et remettre du contexte pour savoir qui est Alec Henry, quoi. Yes, encore une fois, merci pour l'invitation. Je vais rapidement me présenter sans faire un long monologue. Moi, à la base, rien ne me prédestinait à devenir entrepreneur. J'étais un cancre à l'école, je me suis retrouvé ouvrier à l'usine, j'avais pas forcément confiance en moi, j'étais timide, introverti, incapable de m'exprimer devant une classe, ne serait-ce que pour faire un exposé, tu vois. Ouais. Donc vraiment pas du tout lié à ça, je comprenais rien à la vente, rien au marketing, tous mes profs me disaient que je me sapais tout seul. Et à un moment donné, il s'est passé différentes choses, j'ai découvert différentes opportunités également. Moi je suis un ancien gamer, joueur vraiment addict, où je jouais 18 heures par jour pendant au moins presque 10 ans. Et j'ai un ami avec qui je jouais qui m'a fait découvrir le MLM, le marketing de réseau. Donc c'est une industrie qui a malheureusement mauvaise presse. Un peu comme Dubaï, un peu comme le dropshipping, un peu comme plein de choses. Tu coches toutes les cases, hein. Je coche toutes les cases en plus, mais qui pourtant, lorsque elle est bien faite, est pour moi et de loin une des meilleures écoles pour l'entrepreneuriat et le développement personnel. Ça a été mon cas. Donc j'ai découvert le développement personnel, la vente et l'entrepreneuriat grâce à ça. À la suite de quoi j'ai arrêté, mais je me suis orienté aussi un petit peu vers l'investissement. Donc le trading, les options binaires, etc. où j'ai des amis qui ont tout perdu. Mais ça a créé différents déclics en fait, dans mon esprit qui m'ont permis de m'éveiller à l'entrepreneuriat. À la suite de quoi
j'ai lancé ma première boîte qui était une agence de marketing digital basée en Suisse en 2017. Ok. Avant ça, si tu veux, j'avais fait un petit peu d'argent, un petit peu de business, quelques milliers d'euros par-ci, quelques milliers par-là, peut-être voilà, quelques dizaines de milliers d'euros cumulés au global. Je parle en euros parce que je me suis tout de suite orienté vers le marché français, mais moi j'habitais en Suisse, je suis né en Suisse, je suis suisse à la base. Et donc je crée cette première boîte. Au début, c'est difficile, les 6 premiers mois, je ne sais pas comment trouver de clients, c'est compliqué, j'en trouve un ou deux par-ci par-là, je fais un peu d'argent, mais c'est la galère. T'es tout seul là à ce moment-là ou Non, tu je me lance t'associes? avec Amine, mon associé, avec qui on démarre vraiment de zéro. Lui faisait des études de médecine en France, à Lille, en parallèle du lancement du projet. C'était pas son premier projet entrepreneurial. Il était à quelques mois près, un tout petit peu plus jeune que moi, mais avec plus d'expérience entrepreneuriale que moi, en tout cas dans le concret, dans le dur. Lui faisait la partie back-end, moi je faisais la partie front-end. Mon job c'était de trouver des clients et de communiquer, lui c'était de délivrer, on va dire. Et tout de suite, justement, cette complémentarité, cette amitié, cette fraternité qui s'est créée nous a rendus plus forts. Et en décembre 2017, je me dis comme ça, je vais à Genève, j'habitais loin de Genève, je vais à Genève, je vais dans un événement type les meetworking que je fais aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à en faire, parce que c'est ce type d'événement qui a littéralement changé la trajectoire de ma vie. J'y vais complètement par hasard avec un pote et là je rencontre plusieurs personnes qui sont en fait des entrepreneurs slash infopreneurs slash influenceurs de YouTube, etc. Sauf qu'en 2017, il y a quasi personne qui fait ça, tu vois. Et je comprends pas, il y a plein de gens, il y a 100, 150, 200 personnes qui sont en adoration devant certains. Moi je les connais pas, j'explique ce que je fais, machin. C'était qui là, du coup là les mecs en question à l'époque? Il y en avait plusieurs. Tu avais Sébastien Cerise, Yannick Chastain, Léo Guillot, Jean-Luc Monteagudo, etc. Tu vois, d'ailleurs, les 4 noms que je viens de te citer, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, tu n'en as plus un qui est actif sur le game de l'infopreneuriat. Ouais, j'avoue que je les connais pas, hein. Tu vois, Léo Guillaume, maintenant, aujourd'hui, c'est Léo Olsen sur les réseaux. Il a fait des choses et puis il est sur le marché plus US maintenant. Il a développé plein d'activités et ça se passe super bien, mais plus dans l'entrepreneuriat concret. Jean-Luc Monteagudo est devenu chanteur. Il a fait Danse avec les stars ou un truc comme ça et une star de TikTok. Et les 2 autres, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Donc, c'est pour te dire, il y a aussi un turnover dans ce marché. Mais ceci étant dit, donc moi je me retrouve là-bas au milieu et là je me rends compte qu'il est possible de faire des choses. Mais je me dis je vais pas les contacter en direct, il faut pas que je passe pour un fan parce qu'en plus c'est pas le cas, je les connaissais pas. Mais il faut que je passe pour au moins leur égal et que j'aille rencontrer au moins 2 d'entre eux avec qui je peux fitter la semaine qui va suivre. Donc c'est ce qui se passe. Et là, je vois en fait le potentiel de cette industrie en voyant des résultats sur Stripe juste énormes, en voyant l'impact qu'ils ont à leur âge, en voyant plein de choses. Et je vais chez Léo. Après avoir été chez Jean-Luc, je vais chez Léo. Et là, je me dis, ok, je sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais. Ça doit durer 15 minutes, 20 minutes. Ça dure 6 heures. À la fin du rendez-vous, on est partenaire associé sur un projet. Moi, plus pour le côté agence, lui, plus pour le côté consulting, infoproduit. C'est ça en fait l'agence que toi t'avais avec ton pote Amine. C'est ça. C'était quoi? C'était une agence digitale, bon ça c'est un peu large, mais vous vendiez quoi exactement? De C'était la prestat de service pour n'importe quel type de business physique en Suisse. Majoritairement, on avait de l'assurance, on avait des salles de sport, on avait des salles d'aquabiking. En parallèle de ça, on avait une force, c'est qu'Amine avait fait 2-3 petites expériences dans la cyber. Donc, il avait notamment pu faire 2-3 expériences avec différentes structures comme Microsoft, PayPal, Oracle à un moment donné. C'est quoi? C'est vous vendiez en fait quoi? C'était des campagnes d'ads, c'était du CM, c'était un peu de tout ça ou Campagne d'ads, funnel building, copywriting, ads, on faisait essentiellement du Facebook ads, un petit peu de YouTube, il y en avait peu à l'époque. Ouais. Mais aussi de la prod vidéo, tu vois, je me souviens d'un assureur, il était venu, on avait scripté ses ads, on avait mis un fond vert, on avait filmé, on avait monté, on avait fait des ads, on avait fait une VSL, on avait fait une landing page, on avait fait des trucs de génération de leads, tout de A à Z, tu vois, vraiment l'agence 360 par excellence qui fait que d'un côté c'est cool, ça marche, c'est sexy, mais de l'autre côté tu peux pas scale Ouais. et puis tu peux pas délivrer tout le monde. Comment en 2017 tu connaissais tout ça en fait? Je le connaissais pas. Je le connaissais pas, c'est ça Ok. qui est le plus dingue, tu vois. Et c'était juste l'audace. Je te donne une anecdote très simple. Anthony, qui est un de mes tout premiers clients d'agence, où j'ai 0 client à ce moment-là, il habite dans la ville dans laquelle je suis né, je sors de chez ma mère, je sais même pas ce que c'est un contrat, je sais même rien. Je vais le closer, il est en train de lancer sa salle de sport.
Je vais pour le closer. Le mec, littéralement, je lui vends une presta Facebook Ads. Je ne sais pas qu'il existe le business manager à ce moment-là. Ok. Je le découvre quand il a signé le contrat. Contrat que j'ai dû faire imprimer chez ma voisine parce que j'ai même pas d'imprimante sur base d'un template que j'ai trouvé gratuit sur Google la veille. Ouais, la base. Donc tu vois, vraiment, je démarre complet. Là, ça fait, bon, au moment où je te parle par rapport à l'agence à Genève, les bureaux à Versoix, on était 6-7 collaborateurs. Les clients qu'on avait, c'était presque un an avant, tu vois, 6, ouais, entre 8 et 12 mois avant. Mais ça allait vite. Et ça allait vite parce que je me posais pas 36 000 questions. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je parlais pas anglais. Et en plus, il n'y avait pas tous les mecs en France comme aujourd'hui, comme toi, comme moi, comme plein d'autres, qui essaient de donner de la value et éduquer le marché pour leur dire ok, tu peux faire ça comme ça, tu te lances comme ça et autres. En plus, je lisais pas de bouquins à tort. Mais donc, je démarre. Puis ensuite, il se passe que ça va très très vite. Ça va vraiment très très vite. Je commence à développer une présence sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, YouTube. Je commence à être invité dans pas mal de séminaires. Je me fais approcher par une première maison d'édition pour écrire mon premier bouquin qui devient best-seller. Ça s'appelait Business, 13 lois pour devenir entrepreneur à succès. J'ai un petit syndrome de l'imposteur au fond de moi quand j'écris ce bouquin parce que je me considère limite même pas entrepreneur à fond, encore moins à succès, c'est subjectif le succès, mais j'en comprends les concepts parce que j'avais déjà formé plusieurs centaines d'individus à gagner pas mal d'argent et à ce moment-là pour moi c'était tellement énorme ce que j'avais déjà réussi à faire à mon petit niveau que je me disais waouh, faut que je le partage à tout le monde. Donc j'avais lancé en septembre 2018 ma première formation avec leconsultant.fr qui est devenu pour l'époque le premier mouvement en France pour aider les coachs et les consultants à créer leur activité et trouver leurs premiers clients. Donc là, on a formé à peu près 7-8 000 personnes, consulting coaching. Donc là, c'est quoi? En fait, tu crées des masterclass vidéo, des formations en ligne. Et là, en fait, c'est ça, tu crées les funnels dont on parle. C'est-à-dire, tu mets en place des séquences d'ads, des landing pages, tout ça, tu essaies de l'automatiser au maximum. Et en fait, c'est quoi? C'est les débuts un peu de l'infoprenariat, en fait, à ce moment-là. Ouais. Vous êtes pas beaucoup à faire ça, 2017-2018? Ça serait présomptueux de te dire que c'est le début parce que ça a démarré 5 ans avant en France, vers 2013-2014, avec des gens que je connaissais déjà ou avec qui aujourd'hui maintenant je suis proche, je voyais un petit peu leurs vidéos YouTube, etc. Mais des ancêtres un peu des dinosaures qui pour certains malheureusement ne se sont pas mis au goût du jour aujourd'hui, ont été un petit peu dans l'oubli, c'est pour ça que tu as comme beaucoup cette impression. Ouais, moi je les connais pas, en fait, je suppose qu'ils le faisaient sur Facebook en fait à l'époque. Exact, Facebook, groupe Facebook, c'est des pages tu vois qui ont aujourd'hui des centaines de milliers de likes mais qui ont 12 à l'époque interactions. C'était facile d'avoir beaucoup de likes et tout. C'est ça. C'est ça que moi je fais partie de ceux en fait, qui ont découvert l'infoprenariat avec un mec comme Yomi Denzel, tu vois. Et en fait avec du coup cette première image, l'infopreneur qui est à Dubaï, qui vend des formations de merde, qui est un arnaqueur grosso modo, etc. On va en parler de ça justement. Ouais, non mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est vraiment l'image. Parce qu'en fait, j'ai l'impression du coup qu'il y a eu 3 étapes. Il y a eu cette étape là 2013-2018 où du coup en fait ça se passe dans un certain cercle, d'ailleurs dont moi je faisais pas partie parce que je voyais pas du tout ça. Je pense que Yomi il devient, on va dire, un peu mainstream, c'est-à-dire connu de même ceux qui sont pas trop dans ces cercles-là. C'est quoi? C'est 2018-2019 je crois que c'est l'OP avec la bagnole où il se fait vraiment connaître. Mais ça, je me rappelle plus quand est-ce que c'était. En tout cas, en 2018, pas que je fasse de bêtises, 2018, effectivement, il y a un transfert d'audience qui s'opère auprès de Yomi, un autre infopreneur de la place à ce moment dans cette thématique. Qui fait que ça va lui donner un petit coup de boost, à la suite de quoi il explose littéralement tous les scores, donc pas lié à ça, hein. Yomi c'est vraiment un génie de la création de contenu, du marketing, plein de choses, plus un super timing, plus une super histoire, un storytelling extraordinaire et autres, qui fait qu'après il explose. Mais du coup, petite question pour toi, vu que tu parles de lui, tu parles d'infopreneur, tu parles de Dubaï et tu raccordes ça au mot arnaqueur. Selon toi, pour toi, est-ce que Yomi est un arnaqueur justement? Franchement, non, justement, maintenant, je ne le pense pas parce que maintenant, en fait, Yomi, il a la meilleure formation e-commerce aujourd'hui de France. Elle est super bien notée, c'est des vraies notes, etc. Donc, des dizaines de milliers de personnes à qui il a transformé. On peut pas le nier en fait. Tu vois, on peut pas le nier. Du coup, la question, parce que c'est super intéressant ce que tu évoques et je pense qu'on peut creuser un petit peu là-dedans, c'est tous les formateurs sont-ils des arnaqueurs? Ou en tout cas, tous les formateurs à Dubaï, à connotation X, Y, Z, sont-ils des arnaqueurs? En fait, c'est vrai que arnaqueur, c'est un peu le mot qu'on a beaucoup vu dans les médias, etc. Et en fait, ce que je déteste, c'est que maintenant, en fait, il y a une 3e étape où du coup, ce côté infopreneur, formation en ligne, business internet, Dubaï ou pas Dubaï, etc. Maintenant est en train justement de passer dans un autre paradigme, est en train de se
relissé, on va dire. Et du coup, parce que les gens, en fait, c'est un peu moins obscur, en fait, pour eux. Ouais. Et quand on parlait du mot arnaqueur, je pense que limite, le meilleur mot à utiliser, c'était plutôt bullshitter. C'était en D'accord. plus tous ces trucs, tu te dis, voilà, le mec, justement, ils sont bons en marketing, bons en image. Tu payes 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros pour que ce soit de formation, mastermind ou quoi. Et après, en fait, la génération de valeur derrière, en fait, elle est zéro. Et là, tu te dis, putain, je me suis fait arnaqué par un bon marketing. Donc c'est ça. T'as vécu une mauvaise expérience? Moi perso jamais parce que je suis pas vraiment client en fait Ok. de ça. Du coup, par quel biais t'es influencé pour exprimer la chose de cette façon-là? En vrai je pense que c'est l'image qu'il y en avait avec les médias etc. Et aussi en fait Donc quand, tu quand écoutes c'est les un monde. médias en général? Alors moi pas du tout. Parce Ok. que moi en fait moi c'est pas que je l'ai cru ou quoi. Moi justement pour moi c'était un business qui était complètement à part. Ok. Tu vois, limite, regarde, ce qui est intéressant c'est que limite pour moi avant. Je dirais pas que c'était des arnaqueurs, mais Ouais. pour moi les infopreneurs, je les mettais pas dans la case entrepreneur. C'est Intéressant. limite en fait, vous faites pas partie de notre famille en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est quelque chose que depuis 2-3 ans j'ai complètement revu mon cheval de bataille. D'ailleurs en fait c'est pour ça d'ailleurs qu'on est devenus tous les deux amis, que Ouais. tu es aujourd'hui ici. Parce que pour moi encore une fois les gens qui font du business internet, et je suis le premier aussi maintenant à en profiter parce que maintenant j'ai un média, j'ai une audience personnelle etc. Je vends de mon temps, je vends du mentoring, je vends du consulting, je vends de la formation en ligne. J'ai pu faire des bootcamps. Si demain je veux faire un mastermind, je m'en priverai pas, etc. Donc on est clairement là, je cocherai toutes les cases, encore une fois, de l'infopreneur. Parce que l'infopreneur, je peux donner ma définition, mais toi, ce serait quoi la tienne? Pour moi, un infopreneur, c'est simplement un mec qui vend de l'information sur Internet. Voilà, exactement. Que ce soit au travers de formations en ligne, de consulting, de coaching, de mentoring, d'audit, n'importe quoi. Maintenant, l'infopreneur type, effectivement, il va réussir en général à scaler son modèle, décorréler son temps de l'argent qu'il peut gagner. Et c'est ce qui peut créer dans l'esprit des gens, en particulier le français moyen, parce que le français aime bien critiquer, aime pas quand tu gagnes de l'argent sans rien faire, aime pas quand tu mets en place des systèmes automatiques, aime pas quand un mec qui fait des vidéos sur internet potentiellement dans sa chambre va pouvoir gagner 50, 100 000, 200 000, 300 000 euros la soirée. C'est surtout qu'il n'y croit pas en fait. Et qu'il n'y croit pas. Il pense que c'est du bullshit en fait. C'est ça, c'est ça. Et moi, tu sais, j'ai vu des gens, mais littéralement, hein, il a fallu les déplacer dans une salle avec plusieurs milliers de personnes autour d'eux dans la salle pour qu'ils daignent croire que c'est possible de faire des choses uniquement via Internet, tu vois. C'est souvent des profils assez cartésiens qui ont fait des grandes études et qui pensent tout savoir et être meilleurs que tout le monde, qui se disent « Ah ouais, merde, en fait, ça fait 6-7 ans que là, je passe à côté de quelque chose, putain. » Et moi, je l'ai vu, tu vois. Moi, j'ai pas de diplôme spécifique. J'étais destiné à être ouvrier à l'usine, personne ne croyait en moi. Et puis ensuite, bah voilà, j'ai pu développer ça. Après, on a acheté entrepreneurs.com fin 2019. Après, j'ai écrit un autre bouquin. Après, j'ai fait mes propres séminaires où ça a accumulé des milliers de personnes également. Après, je suis entré au capital de pas mal de structures. Et puis aujourd'hui, c'est plus de 15 000 personnes qui sont passées par nos programmes qu'on a pu accompagner. Plus le déclic que tu as cité avant, où on a fait un super épisode. D'ailleurs, tous les deux, podcast, ouais. voilà, j'invite ceux qui nous écoutent à aller écouter ton épisode. Il était vraiment top aussi. Et puis voilà, donc si tu veux, pour moi, c'est un excellent effet de levier. Et pendant très longtemps, il y avait une sorte de guéguerre entre le monde un peu start-up et le monde infopreneur bootstrap. Et finalement, tu vois, on parlait ce midi de Blondie, par exemple, avec qui tu as échangé hier. Ouais, Maxime Blondel. Voilà, Maxime Blondel. C'est un des sujets qu'on a évoqué, parce qu'il était aussi venu sur le déclic. C'est cette guerre finalement entre les deux mondes, alors que lui, il fait partie des deux mondes. Tu vois, dans The Quest, ils ont différentes structures, notamment Revolt Train, qui prend tous les codes de l'infopreneuriat et du bootstrap, mais qui utilise aussi les leviers de la startup. C'est une discussion aussi que j'ai eue très souvent avec Oussama, qui lui connaît parfaitement bien le monde de la startup, et aujourd'hui, notamment en collaboration en association avec Yomi, avec Business Pro, il a compris la puissance des effets de levier liés au monde de l'infopreneuriat. Et finalement, tu vois, on est dans deux paradigmes, dans deux mondes, et plutôt que de s'opposer, de se faire la guerre, ils peuvent s'unir. Et vraiment, on peut utiliser des effets de levier juste dingues. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, t'en es où t'en es là. Non, mais en fait, clairement, parce qu'en fait, c'est ça qu'elle est intéressante, en fait, cette opposition. Parce qu'en fait, c'est la différence entre la Startup Nation, en fait, dont le but, c'est de créer de la valeur, c'est-à-dire de créer, en fait, des entreprises qui se valorisent de plus en plus haut. Ouais. Versus en fait l'infopreneur qui en fait lui valorise en fait une génération de cash flow avec un certain nombre d'automatisation. Et en fait c'est ça que le start-upper qui lève des fonds,
en général, il est pas très riche parce qu'en fait, à partir du moment où il lève des fonds, c'est plus lui qui décide de son salaire. Bah ouais. En fait, en opposition à l'infopreneur, qui lui, en fait, il décide de son salaire par en fait son nombre d'heures de travail et bien sûr par en fait, on va dire son intelligence, sa vision et sa capacité à délivrer de la valeur et aller du coup le vendre à des clients. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'un infopreneur très rapidement et c'est ces chiffres qui sont difficiles à croire et accepter par une grande partie de la population, de gagner 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros, même plus par mois, etc. Quand un start-upper qui a levé même en série B, etc., qui peut avoir une boîte qui est valorisée 500 millions, je n'ai pas les stats, mais bon, je pense pas qu'il gagne 50 000 euros par mois. Tu vois, il doit gagner peut-être 2 fois moins ou 3 fois moins. Et c'est en fait, c'est un peu cette opposition qui fait que ces deux mondes en fait ne se parlaient pas et en fait de plus en plus commencent à se parler, quoi. Ouais, complètement. Après, tu vois, je rebondis sur deux choses. La première, c'est au niveau des chiffres que tu évoques, des infopreneurs qui font plus de 100 000 euros par mois. Il n'y en a pas non plus des milliers en France. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui prétendent des gros chiffres, mais il y en a peu qui les font réellement. Premier point. Deuxième point, chiffre d'affaires n'égale pas bénéfice. Exactement. Ça, c'est vraiment très très important à spécifier parce que souvent, tu vois, le cas typique des gens qui reçoivent des insultes ou des mécontentements parce que tu fais un Webi, tu vends une formation à 2000 balles, le mec il se dit ouah, il y a 200 personnes dans le Webi, 2000 balles, 200 fois 2000, ok, il a peut-être pas fait 400 000 euros, mais allez, si 50% des gens achètent, il a fait 200 000 euros. Ah, c'est 200 000 euros dans sa poche. Bah non, il y a plein de choses à prendre en considération. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est hyper important, c'est ce que tu évoques, tu vois, entre la valorisation. Tu as une boîte, c'est ton bébé, tu la valorises, tu fais différentes choses. Elle t'appartient plus forcément à 100% quand tu fais des levées de fonds, etc. Il y a des choses que tu peux plus décider comme tu veux, c'est certain. Mais le problème, c'est que ton paradigme et ton identité changent parce que tu te dis putain, maintenant j'ai une boîte qui vaut tant. Je suis quelqu'un, mon statut a changé, mon identité a changé, mon paradigme a changé. Mais en même temps, tu peux pas vivre au niveau que tu aurais envie de vivre par rapport à ton nouveau paradigme de millionnaire ou multimillionnaire. Parce que sur le papier. Sur le papier, c'est pas du cash que tu as là tout de suite maintenant. Et de l'autre côté, effectivement, quand tu vois le mec qui, depuis sa villa à Malte, à Dubaï, en Estonie, où qu'il soit, peu importe, vit sa best life et te raconte qu'il gagne 50, 100 000, 200 000 euros par mois dans sa Ferrari et qu'en plus, pour beaucoup c'est leur voiture, mais pour d'autres, c'est des locations, c'est des choses comme ça aussi, il faut le dire. Pareil pour les montres, pareil pour plein de choses. C'est beaucoup de paraître, beaucoup d'images, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où malheureusement, la plupart des gens vont plus travailler leur image qu'autre chose et vont faire des choses pour plaire à des gens qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'aiment pas, juste pour flatter leur ego ou juste dans le but de vendre quelque chose ou d'affirmer quelque chose. Et ça peut être effectivement frustrant, incompris et même dérangeant, quoi. Ouais. Et c'est ce qui fait ce problème. Toi, c'est intéressant, du coup, comment tu gères un peu ton image là-dessus pour, c'est vrai qu'on voit quand même, tu vois, sur certaines photos, tu es quand même en costard, tu sens qu'il y a eu un photographe, la photo en noir et blanc, etc. Ouais. Tu joues quand même un petit peu ce jeu-là, tu es un peu obligé quand même aussi de le jouer? C'est une très bonne question. J'ai fait un post LinkedIn tout récemment qui a buzzé. Attends, je vais te le ressortir parce que c'était très concret. Je donnais des chiffres et j'aime bien être concret et donner des chiffres. Mais tu vois, moi, pendant un certain temps, je m'étais arrêté complètement des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que j'en avais marre de vivre pour partager. Et plutôt que de partager ce que je vivais. Mais quand je te dis c'était arrivé à un point, c'est que, tu vois, je me souviendrai encore, à un moment donné, je me rends à Monaco pour aller dans certains types de magasins, je prends un dessert parce que il fait beau sur la story, mais pas parce que je l'aime, puis ensuite parce que comme ça je peux prendre mon acquaire et rentrer en hélico, tu vois. Ouais. Pourtant, ça va aussi très bien de prendre un Uber et puis rentrer normal. Mais donc j'étais vraiment rentré dans ce cycle et dans ce truc de show off, show off, show off. Et de toute façon, même le jour où tu prends la business, tu en auras toujours un autre qui prendra la first. Même le jour où tu prendras la McLaren machin, tu en auras un autre qui prendra la Rolls-Royce, Cullinan ou peu importe. Le jour où tu prendras la Rolex en argent, l'autre prendra en or, puis après en platine, puis après l'autre il aura une RM. Donc c'est un jeu dans lequel en fait tu continues à faire une course à quelque chose, mais qui est essentiellement guidé par l'ego plus qu'autre chose. Mais par contre, lorsque j'ai repris à fond les réseaux depuis maintenant plus ou moins un an et demi après une bonne pause pour me recentrer et savoir pourquoi je fais les choses. Mais tu vois, j'ai fait un post là parce que c'est essentiel, parce que maintenant je mise surtout sur mon bien-être,
mais l'apparence aussi, elle fait les choses. Et tu vois, je disais, je dépense plus de 5 000 € par mois juste dans mon apparence et dans mon bien-être, et je te détaille les différents trucs, mais je ne me verrais pas justement ne pas le faire, parce que ça fait partie de moi aujourd'hui. Et c'est ce qui me permet d'être aussi performant dans plein de sphères de ma vie. Tu vois, ce matin, je me suis levé à l'équivalent de 4 heures du matin. J'ai déjà bossé, j'ai pris un avion. Je suis ici avec toi. Dans 2 heures, j'ai un autre interview. Après, je dois voir quelqu'un. Ensuite, on a un séminaire, un meet-up, un meetworking à 350 personnes. Ensuite, j'ai 2h30 de route. Je vais dormir à 2-3 heures du matin. Demain matin, 8 heures, j'ai un rendez-vous. Je prépare toute la journée mon mastermind. J'ai un mastermind 3 jours. Je repars à Dubaï. J'ai un rendez-vous à Dubaï dans 3 jours, 4 jours. Je fais que d'enchaîner comme ça. Je ne pourrais pas avoir ce rythme de vie sans mettre en place un écosystème et un cadre pour ça. Et tu vois, là-dedans, juste, tu as 2000 € juste pour coach sportif, salle de sport, prise de sang, complément, pour faire en sorte que je sois toujours au top. Tu as aussi 1500-2000 € juste pour des repas diététiques faits sur mesure par rapport à moi, pour que j'ai toutes mes macros, tous mes trucs, tous mes éléments nutritionnels qui soient maîtrisés parfaitement. Là, aujourd'hui, c'est une exception. Et encore, je sais ce que je mange, je sais pourquoi je le mange, etc. Donc en fait, ton corps, ton véhicule, c'est une de tes plus grandes richesses. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'optimiser, comment dirais-je, tout leur business, etc. Mais ils n'optimisent pas leur sommeil, ils n'optimisent pas leur bien-être, ils n'optimisent pas leur énergie, ils n'optimisent pas tous ces trucs. Mais pourtant, c'est ta meilleure vitrine et c'est ton meilleur véhicule. Le sommeil, c'est quand même, tu vois, un truc vraiment très sous-coté. Tu vois, moi, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, alors moi, tu vois, il faudrait que j'arrête de fumer, il faudrait que mais là, tu vas arrêter de fumer. Un peu moins. Je vais arrêter de fumer. Là, tu peux faire un engagement devant le podcast. Ah, vas-y, c'est vrai. Parce que tu m'as dit que tu as pris un coach. Franchement, en fait, j'ai tellement tout essayé. En fait, j'ai 35 ans et ça fait 17 ans et quelques que je fume. Donc, j'ai fumé la moitié de ma life. Et en fait, j'ai fait exprès, j'ai fait un post LinkedIn en fait, là-dessus, pareil, qui a fait environ 100 000 vues, etc. Donc tout le monde me donnait ses techniques, c'était très cool de comment ils ont arrêté, etc. J'ai évidemment été contacté par 5-6 coachs, etc. Okay. J'ai regardé leurs mails, j'ai regardé qui c'était, etc. Il y en a un qui m'a un peu tapé dans l'œil. Je lui ai dit, bah vas-y, je vais envoyer mon calendrier. On s'est parlé pendant une demi-heure. Et je lui ai dit, écoute, go, ton accompagnement, ça a l'air cool. Quel est le prix? Il m'a donné le prix. Je dis, vas-y, tu sais quoi, on va être dans un truc, c'est un petit peu cher. Mais je me suis dit, vas-y, je ne discute pas. Et en fait, là, c'est la bonne. Tu vois, c'est-à-dire que je vais avoir deux choses. C'est-à-dire que j'ai un engagement avec quelqu'un. Mais c'est comme quand tu as un mentor ou quand tu as un coach sportif ou quoi. Mais il y a une forme un peu d'autorité charismatique, naturelle qui se met en place. Si ton coach sportif, il te dit de faire tel programme et que si tu le vois à la fin d'après, tu lui dis que tu n'as pas fait le programme, et ben, tu te retrouves un peu comme un élève en fait, qui se retrouve devant son prof et qui n'a pas fait ses devoirs, quoi. Donc en fait, tu prends une sorte d'engagement un peu moral, un peu naturel avec la personne. Et puis en fait, le fait de payer, tu vois, mine de rien, pareil, je pense que ça, c'est une espèce de biais cognitif, etc. Tu vois, je vais dire une bêtise. Souvent, je sais pas, imaginons, tu as une petite faim, tu prends un sandwich, etc. En vrai, tu arrives aux 2/3, tu n'as plus faim. Mais comme tu as payé le sandwich, je pense qu'il y a plein de gens qui le finissent, tu vois. Qui disent, j'ai pas envie de gâcher. Tu vois, et donc, du coup, je fais un peu pareil avec ce coach en me disant, si du coup, je le prends, et en fait, après, je vais. Ça va être une sorte aussi d'engagement financier avec moi-même, en mode j'ai pas fait ça pour rien, j'ai pas payé pour rien, je déteste jeter l'argent par les fenêtres, etc. Donc voilà, je commence la semaine prochaine. Donc j'avoue que là, je fume énormément depuis le début de la semaine en me disant c'est potentiellement ma dernière. Et moi, comme je sais que je pourrais pas dans chaque clope, c'est potentiellement la dernière. J'essaye, tu vois. Donc ouais, quand ce podcast sortira, j'espère que je serai déjà dans le processus, quoi. Pour celles et ceux qui nous écoutent, et en plus ça fera peut-être des commentaires pour ceux qui seront outrés. Combien t'as payé ton coaching là pour arrêter de fumer? 1500 €. Tu vois, 1500 balles, tu vois. Mais bon, ça les vaut, je pense, parce que quand même, c'est un accompagnement qui est sur 3 mois. Il y a au moins, je sais plus combien de sessions en one-to-one, etc. Ouais. Et franchement, même quand il m'a donné le montant non, même, ouais, quand il m'a donné le montant, à la limite, j'ai même trouvé ça pas cher en fait. Ouais. Comme quoi, en fait, les choses, ça ne valent en fait que le prix que tu leur donnes. La perception de la valeur que tu en as. Tu vois, c'est comme quand au début, moi j'ai commencé à faire des mentorings, des coachings, etc. 200 €, 300 €, 400 €, 500 € de l'heure, etc. Je pourrais peut-être aller au-delà, mais j'ai limite encore, tu vois, une petite barrière morale en fait à me dire, au bout d'un moment, faut pas que ça soit non plus trop cher. Barrière morale. Je suis pas non plus. Comment? C'est une barrière morale. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que je me dis quand même, ça va, je suis pas non plus un cadre. Faut que. Alors que je suis sûr que les gens paieraient, tu vois, peut-être à plus cher, etc. Mais et quand tu dis ça à des gens, moi aujourd'hui ça me paraît naturel. Donc en fait il faut que ça me paraisse naturel en fait dans l'autre sens. Ouais. Moi j'ai cru qu'il allait me dire 5-6 000 € parce que c'est vraiment un accompagnement de 3 mois, tu vois. C'est le mec il va être hands-on, quoi, tu vois, dans le truc. En plus c'est satisfait ou remboursé, donc le mec il est putain de skin in the game, tu vois.
Donc quand il m'a dit 1005, j'ai dit bon bah ok vas-y let's go. J'ai dit ça à ma femme, elle m'a évidemment dit putain c'est trop cher etc. Je lui ai dit bah combien je dépense en clope dans le simple, hein, je fume un paquet par jour, ça coûte 10 euros, donc ça fait 3600 euros et quelques à l'année. Donc t'imagines, ça veut dire sur 2 ans c'est 7000, sur 3 ans c'est 10 000 euros. Donc t'imagines que en fait de payer 1500, en fait quand tu mets les choses comme ça en corrélation, tu te dis bah déjà 1500 euros versus 3500 euros à l'année de pouvoir économiser, bah c'est rien. Ouais. 1500 euros par rapport au nombre d'heures que le mec il va passer avec moi, je vais dire une bêtise, il va peut-être passer plus de 10 heures avec moi, ça fait 150 euros de l'heure, donc non, le mec il m'arnaque pas du tout. Et puis encore une fois, moi franchement, maintenant à 35 ans, c'est pas du tout une affaire d'argent d'arrêter de fumer, c'est vraiment pour la santé, Ouais. parce que je commence à me dire, je suis pas à la moitié de ma vie, mais bon quand même, tu vois, quand tu vois tous les gens qui ont des cancers et tout autour de toi, etc., je me sentais quand même un petit peu obligé. Et puis en fait, c'est que je fais de plus en plus de sport. On en avait parlé, je fais énormément de paddle. Et je sens quand même que à un moment donné du match, je suis plus aussi intense physiquement. Et je sens que c'est beaucoup à cause du souffle. Et donc c'est à cause de la clope. Et donc c'est pour ça que ça m'a donné une bonne raison de plus, en plus que de la santé pour plus tard, d'essayer pour la 15e fois d'arrêter, quoi. Mais Ok. celle-là, j'y crois. Je pense que ça va être la bonne. Excellent. Qu'est-ce qui fait pour les 14-15 précédentes que tu n'as pas réussi à arrêter, tu as repris? Franchement, bah, je pense que je suis faible, hein. C'est que déjà, j'ai aussi toujours été beaucoup entouré par des fumeurs. Ok. J'ai ma femme elle-même qui fume encore, qui, pour la première fois, m'a promis de dire je vais arrêter d'ici la fin de l'année. Alors qu'avant, elle était en mode bah, je vais pas essayer d'arrêter parce que j'ai pas envie. Là, maintenant, elle a envie. Donc, déjà, c'est un premier truc. Et non, je pense que c'est un peu aussi une faiblesse, c'est peut-être de se dire à la moindre difficulté ou quoi, c'est de se dire bah. C'est comme si la vie c'était un jeu à somme nulle quoi. Bon bah là il m'est arrivé une couille, donc du coup j'ai le droit de me faire un plaisir et donc du coup de fumer. Mais en fait c'est naze parce qu'en fait de fumer c'est une deuxième couille en fait quoi, tu vois. Donc Ouais. c'est que du négatif. Donc je- encore une fois là je pense que ça va être la bonne. Parfait. Excellent. Alright Alec, du coup c'est vrai qu'on a pas mal, c'est le mot arnaqueur qui t'a fait réagir, mais du coup c'était intéressant d'avoir un peu ce débat, Ouais. encore une fois sur l'infopreneuriat, sur les infopreneurs, etc. Et tu sais, c'est une question vraiment de perception aussi de la valeur perçue que tu as. Parce que je te donne un exemple. Tu parlais du taux horaire, par exemple. Moi, la première fois que j'ai vendu un coaching à 50 euros de l'heure, d'ailleurs, j'ai même pas osé le vendre moi-même, premier point. Mais deuxième point, je me suis dit, mais cette personne qui achète ça est complètement tarée, tu vois, est folle. Dans quelle mesure elle est prête à payer 50 euros une heure avec moi, tu vois? Donc en fait, j'étais à une étape de ma vie où je ne comprenais pas, je ne percevais pas la valeur que je pouvais délivrer. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais tu vois, c'est vraiment. Et je pense que c'est pareil pour la formation, c'est pareil pour beaucoup de choses. Dans certains cas, tu vois, toi, la corrélation que tu as fait, c'est ok, bah, c'est 1005, il va passer plus ou moins 10 heures avec moi, ça fait que 100 euros de l'heure, enfin 150 euros de l'heure, il m'arnaque pas, puis en plus, je vais économiser tant derrière, puis en plus, il y a ma santé, puis en plus, ça a conscientisé la valeur Ouais. que ça va t'apporter, tu vois. C'est pareil pour tout. Donc, il n'y a pas forcément d'arnaque ou pas d'arnaque, c'est plus ce que le client face est prêt à accepter par rapport à la valeur qu'il perçoit et ce que le mec derrière délivre. Est-ce qu'il délivre ce qu'il promet ou pas? C'est ça la grande question. Ouais, et puis quel sera aussi tu sais, le NPS derrière. Ouais. C'est-à-dire que est-ce que du coup, quand il aura payé du coup la formation, qui peut paraître cher aux yeux de quelqu'un, est-ce que du coup la personne dira ok, franchement ça les valait, je suis Ouais. content, et du coup je te mets 5 étoiles, etc. C'est ça. C'est en fait, c'est complètement ça. C'est que si tu vois une formation qui est chère, qui fonctionne extrêmement bien parce que la personne est extrêmement douée en marketing ou quoi, et que derrière c'est que des 1 étoile, 2 étoiles, c'est-à-dire que les gens sont pas contents et justement disent c'était trop cher pour ce que c'était, on s'est fait arnaquer. Là, en effet, tu peux dire, bah, le mec, c'est un bullshitter, etc. Quand c'est pas le cas, bah, c'est pas le cas, quoi. Exact. Alright, du coup, on a pas mal, encore une fois, Ouais. divagué sur ce débat, mais en fait, franchement, qui est intéressant, qui Très intéressant. m'intéresse beaucoup. Et peut-être revenons quand même un peu à toi, Alec, à ton business et un peu à ta galaxie de business. Parce que sans rentrer peut-être un peu trop dans le détail, etc., mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois, c'est les différentes étapes et comment on passe d'une étape à l'autre. Du coup, si on reprend un petit peu chronologiquement, Oui. on était du coup en 2018. Oui. Là, donc du coup, c'est là que tu avais lancé ton agence. 2017. 2017. Ouais. À quel moment tu stoppes l'agence et
En fait, tu te concentres, on va dire, sur la marque Alec Henry et du coup, toutes ces verticales et toutes ces galaxies de business dont tu vas nous parler après, que tu as pu du coup monter, développer et faire perdurer, quoi. À partir de septembre 2018, on commence à envisager d'arrêter les clients sur l'agence pour concentrer les ressources sur nos propres business. Et c'est là en fait que, au-delà du fait d'accompagner des gens à travers de formations, on commence à faire quelques coachings à gauche à droite, quelques consultings, et puis après les consultings évoluent, où on était dans un business model où on disait à l'individu, ok, toi tu es expert dans ça, ça, ça et ça, donc ça va de la vente de formation au trading ou n'importe quoi, à une agence de clés en main immobilier qui a pignon sur rue, à un cabinet d'expertise comptable, commissaire aux comptes et j'en passe, avec des bureaux, des salariés, etc. Et soit on prenait une part au capital, soit on prenait un pourcentage des bénéfices qui étaient générés par le travail global. Et du coup, ça allait de 30 à 50% des bénéfices générés global dans le business quand on s'occupait de toute la partie marketing et vente. Et puis sinon, sur le capital, on était aussi sur des 30, 40, 50% parfois du capital pour vraiment prendre part intégrante au développement, à la croissance de la structure. Sachant que nous, on apportait la stratégie marketing, l'expertise business, les process, le recrutement, le marketing, la vente, ma visibilité, ma crédibilité, et puis toute l'audience, Alec Henry, le consultant entrepreneurs.com par derrière, tu vois, et mon réseau. Donc ouais, ça permettait d'accélérer très fort, très vite, notamment pour les sociétés qui faisaient partie de l'écosystème entrepreneurial. Tu vois, on a eu entrepreneurs.com, après j'ai... Tu peux raconter ça peut-être, je sais pas, il y a une anecdote derrière, parce que entrepreneurs.com, Ouais. il n'était pas pris, tu as dû l'acheter, comment ça s'est passé? Ouais. L'anecdote, c'est que on est décembre 2019 à Londres, donc on habitait dans un penthouse à Londres à 3, donc Amine, moi-même et puis notre ancien bras droit Jason. Donc on a habité à peu près 2 ans tous ensemble en tout. Là, je me souviendrai toujours, on est dans le salon au dernier étage, etc., vue panoramique. C'est le soir, tu as le soleil qui se couche sur toute la skyline de Londres, etc. Et on était émerveillés devant ça et on se dit, bon, c'est cool. On est en décembre, on est fiers de ce qu'on a accompli cette année, mais, parce que tu vois, il y avait eu plein de choses, mais c'est cool d'aider les consultants et les coachs, c'est cool de faire des séminaires, c'est cool d'avoir la chaîne qui explose, c'est cool de faire des vlogs, c'est cool le bouquin, c'est cool. Mais c'est quoi la suite et est-ce qu'on veut continuer à aider les coachs et les consultants? Non, on veut pas, on veut aider qui? Tous les entrepreneurs. Donc il nous faut un nom et un positionnement beaucoup plus mainstream. Donc là, on se dit quoi? On se dit on va se différencier par le nom et par le nom de domaine. Donc on a 4 choix, hein. Entrepreneur.fr, entrepreneur.com, entrepreneurs.com et entrepreneurs.fr. Donc entrepreneur.fr, il est détenu par un mec qui a un cabinet comptable à Paris qu'il n'a jamais vraiment exploité. Entrepreneurs.fr, il est détenu par une maison d'édition à Paris. Donc ces deux-là, on les a bien sûr contactés, on a eu des rendez-vous avec eux, rien à faire, très compliqué. Le premier même, c'est Amine qui avait géré ce meeting, il m'appelle à la fin, il s'était presque embrouillé avec le gars, le mec ne comprenait rien, etc. C'était compliqué, enfin bref, peu importe. Puis surtout, il n'aimait pas 2 associés avec lesquels on était associés sur un cabinet d'expertise comptable qui était du coup concurrent à lui. Entrepreneur.com, c'est le magazine que beaucoup de gens connaissent, qui est présent dans tous les continents, etc. Donc là, aucune chance. Aucune chance, même pas on les contacte pour essayer de racheter. Et entrepreneurs.com, on arrive à contacter le mec. On part sur des négociations qui durent à peu près 3 mois. Le gars habite Los Angeles, ça fait 23 ans qu'il a le nom de domaine. Okay. Il a une attache émotionnelle avec, un affect avec énorme. Et en plus, un de ses business models, c'est il est broker de nom de domaine. Donc il connaît son métier. Il a vendu toys.com, 4 millions ou 5 millions de dollars, x.com, 4 millions ou 5 millions de dollars, soit l'un soit l'autre, et plein d'autres noms de domaine. Donc le gars, il sait que ça vaut de l'argent. Il sait qu'entrepreneurs.com, ça vaut de la thune. Il le garde au chaud depuis 23 ans. Donc, Amine, étant excellent en négociation et en ingénierie sociale, travaille la journée sur le consultant.fr, sur toutes nos activités, etc. à mes côtés, aux côtés des équipes. Et le soir, la nuit, quand il dort pas, parce qu'il dort peu, il échange des emails, il discute, il analyse le mec, il réfléchit à des stratégies pour le contacter, rentre en contact avec différentes personnes autour de lui, etc. etc. Et un jour, le mec nous envoie un prix. Tu peux le donner ou c'est des choses confidentielles? Confidentielles, ouais. Article 7 du contrat, on a vraiment une clause. On a 750 000 $ d'amende pour le premier qui révèle le prix de vente. Ok, tu peux quand même donner le nombre de chiffres parce qu'en fait, qu'on se rende compte combien ça vaut un nom de domaine comme ça. En gros, on est sur 7 chiffres.
Et en fait, si tu veux, la première fois qu'il nous donne le montant, donc la valeur du nom de domaine, ouais, ça vaut cher. La première fois qu'il nous donne le montant, le mec, Amine n'a pas d'autre choix que de lui répondre, mec, même ta femme, elle trouve ce prix complètement aberrant, tu vois. Et même il y va plus fort dans l'email. Le gars, il répond plus. Et là, on se dit merde, bon, bah, c'est mort, hein, tant pis, il a pas kiffé la réponse. 2 semaines plus tard, il répond, il dit mec, je sais pas qui t'es, mais personne n'a jamais eu des couilles aussi grosses que les tiennes de m'écrire ça. Donc c'était vraiment un pâté comme ça, en lui disant mec, tu te fous de notre gueule et tout, c'est pas possible, c'était un numéro AVS le prix. Hein. Et puis, enfin, un numéro de téléphone limite. Et du coup, 3 mois plus tard, on arrive enfin à négocier. On paie comptant le nom de domaine, 100%, on le détient à 100%. On n'a pas besoin de lui donner des redevances tous les mois, machin. Bon, ça se passait bien pour nous, donc on a pu se permettre de le financer. Aujourd'hui, il est largement rentabilisé, il a même pris de la valeur, donc c'est cool. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, entrepreneurs.com. J'ai peu de mérite dans l'opération, je l'accorde, à part éventuellement contribuer à l'idée initiale et puis ensuite à tout ce qui a été propulsé derrière au niveau marketing, visibilité, j'en passe. Mais sur la négo, c'est vraiment Amine qui avait géré ça d'une main de maître. Trop bien. Et donc, du coup, pour que vraiment les gens comprennent, aujourd'hui, en fait, du coup, entrepreneurs.com, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous vendez? Et je sais pas, alors je sais pas si tu peux donner quelques chiffres ou quoi, c'est peut-être un peu confidentiel, mais qu'est-ce que du coup tu peux nous dire là-dessus pour qu'on comprenne ce que vous avez fait, ce que vous développez aujourd'hui et c'est quoi ta vision pour la suite Ouais. sur cette activité-là qui est ton activité principale et c'est un peu la tête de gondole de l'ensemble de tes business, quoi. Complètement, merci. Ouais. Bah écoute, entrepreneurs.com aujourd'hui a pour ambition de créer la première, ou l'une des premières, mais la première communauté, la plus grosse d'entrepreneurs en francophonie. Et tout ce qui gravite autour, en fait, est fait pour. C'est-à-dire que tu vois, quand je fais le déclic, ça contribue aussi à ça. Quand je fais Alec Henry, les podcasts, les séminaires, ça contribue à ça. Le bouquin, ça contribue à ça. L'immersion business qu'on a créée, qui est une sorte de télé-réalité du business, ça contribue à ça. Les programmes qu'on a vendus toutes les années précédentes qu'on continue à faire, ça contribue à ça. Le networking, ça contribue à ça. Donc si tu veux, autour de moi, il gravite des milliers, des dizaines de milliers d'entrepreneurs par an au travers de toutes ces choses. Et le but, c'est de les renvoyer vers entrepreneurs.com qui est le pilier central. Au travers de cette structure, au départ, on aidait beaucoup les débutants. Aujourd'hui, on a décidé d'arrêter d'aider les débutants à travers de formations en ligne, etc. On ne vend plus que des accompagnements, mais on le fait en back-end pour un nombre très restreint d'individus qui veulent se lancer. Par contre, ce qu'on vend le plus, c'est ce qu'on appelle le système, qui est un produit pour les entrepreneurs qui font entre 5 et en moyenne 35 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Mais Donc qui ont déjà une traction et qui sont en phase d'accélération, quoi. Exactement. C'est pour leur faire passer le palier d'après, quoi. C'est exactement ça. Ils ont validé leur offre, ils ont validé leur produit, leur positionnement, ils ont une traction. Ça fonctionne, mais ils ont palier plafond de verre. Ils sont bloqués à un palier. Ils ne savent pas comment aller plus loin. Ils n'ont pas de système marketing, ils n'ont pas de stratégie commerciale, ils n'ont pas de visibilité, ils ne savent pas comment recruter, ils ne savent pas comment automatiser, ils ne savent pas créer des process, ils ne savent pas tout ça. Nous, on est là pour justement les accompagner dans cette démarche. Donc, on a constitué d'une part une plateforme pédagogique, d'autre part un système d'accompagnement, des benchmarks. Donc avec des mentors et tout. Avec des mentors, avec des équipes de coachs spécialisées dans leur domaine qui bossent avec moi depuis pour la plupart entre 3, 4, 2 ans, etc. Et voilà, on les accompagne là-dessus. C'est un peu comme Scalesia en fait, grosso modo. Est-ce que là, sur cette partie, vous êtes un peu en concurrence avec Scalesia du coup? Alors, concurrence, c'est pas parce qu'on a tous une approche qui est différente les uns des autres, mais ce que je peux assurément dire, je connais pas le détail de leurs produits. Ce que je peux assurément dire, c'est que souvent, ça nous arrive qu'on nous remonte l'information que certaines personnes hésitent entre entrepreneurs.com, Scalesia et d'autres acteurs du marché. Donc oui, d'une certaine façon, on aide des entrepreneurs confirmés ou intermédiaires à scaler. Donc on fait partie effectivement de cette industrie, cette niche d'individus qui permettent à ceux qui le veulent et ceux qui en ont réellement l'envie, l'ambition d'aller chercher plus de résultats. Donc ça c'est pour le produit principal et la mission principale d'entrepreneurs.com. Et à côté de ça, est adossé à ça d'autres choses comme par exemple des consultings que je fais, des audits aussi, et 2-3 trucs à côté qui gravitent autour de l'écosystème. Et donc en fait vous vous concentrez vraiment sur ce persona, donc des gens qui ont déjà une traction et qui veulent du coup accélérer. On va dire les newbies qui veulent se lancer et faire leurs premiers euros de chiffre d'affaires, de marge dans leur business. Ça, par contre, c'est une cible que vous n'attaquez plus. Alors, on l'attaque plus de front. Par contre, on leur met à disposition. Tu vois, on a créé le mouvement où c'est gratuit. Les gens peuvent avoir accès gratuitement et ça permet de créer un business.
le bouquin qui est accessible pour 20 € dans toutes les librairies en France, qui permet aussi de créer un business, des témoignages comme ça, on en a eu plein. Le déclic qui a pour but aussi de partager massivement de la valeur. Et puis en bac, on a effectivement un coaching, un écosystème de coaching qui permet aux gens de vraiment créer leur business et se développer, mais ça en le vend qu'à très très peu de gens. C'est très sélectif. Parce que malheureusement, les entrepreneurs débutants n'ont pas besoin de stratégie, n'ont pas besoin de tactique, n'ont pas besoin de méthode. En tout cas, c'est ce que j'ai identifié après avoir fait ça pendant des années. Ils ont juste besoin surtout de changer d'identité. Le problème et ce qui fait que la plupart des gens qui veulent se lancer n'arrivent pas à atteindre les résultats qu'ils veulent, c'est qu'ils n'ont pas encore fait ce switch identitaire de passer de je suis un freelance lambda ou une personne lambda ou autre à je suis un entrepreneur, je mets en place les actions pour, j'ai la discipline pour, je mets en place les actions pour et je vais chercher les résultats. Et c'est pour ça que typiquement demain on t'enlève tout ce que tu as, je me fais aucun souci pour toi qu'en seulement quelques semaines, quelques mois, tu vas réussir à aller chercher 10, 15, 20 000, 30 000, 50 000 € de chiffre sans aucun problème. Pourtant, tu auras plus que tu as. Mais ce qui te reste, c'est tes compétences, ta confiance en toi, ton identité et la valeur que tu sais que tu représentes sur le marché aujourd'hui. Et c'est ce que la plupart des gens ne perçoivent pas et ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'un individu lambda, tu le prends, on l'a vu avec l'immersion par exemple, le concept c'était 12 participants, 6 hommes, 6 femmes. La plupart débutaient, d'autres avaient déjà des business lancés. On les met dans un château pendant 7 jours avec des équipes pédagogiques, des coachs, etc. Et de 6h du matin à minuit, on les fait charbonner sur leur business et se dépasser personnellement. Sur les 7 jours, ça devient des super saiyates, des spartiates, tout ce que tu veux, ils ont des résultats. Ils rentrent chez eux, ils retournent dans leur environnement. Ça dégringole progressivement jour après jour, semaine après semaine au niveau de leur niveau d'engagement parce qu'en fait, c'est pas en 7 jours que tu transformes l'identité d'un individu profondément. Mais par contre, avec le temps, en les suivant, sur plusieurs mois, sur 3 mois, 6 mois, 1 an, là tu te rends compte qu'il se passe des choses et puis deviennent d'autres types de personnes et donc ils manifestent d'autres résultats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très sélectif sur la typologie d'individus qu'on accepte en fait d'accompagner parce que si on n'est pas quasi certain de leur donner des résultats, on préfère s'abstenir. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi toi ta vision en fait aujourd'hui, c'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi qui te fait, je sais pas, te lever le matin et tout? C'est des questions peut-être un peu bateau, mais aujourd'hui, c'est quoi un peu tes piliers? Tu vois, les piliers pour certains, c'est l'argent, la performance, le regard des autres, le dépassement de soi, ça va un petit peu avec la performance, le fait de vouloir laisser une legacy, etc. et tout. Aujourd'hui, toi, c'est quoi ton pilier ou même tes deux piliers qui font que tu es à fond dedans en fait? Ouais, c'est une bonne question. Je vais te partager. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, plutôt que de te dire, ouais, le fun, la performance, la contribution, le machin, moi, j'ai 3 OKR dans ma vie. Donc, j'établis des OKR aussi pour mon On perso. peut dire pour les gens les OKR, donc du coup c'est une méthode qui était beaucoup utilisée depuis plusieurs décennies Ouais. aux États-Unis, comme des boîtes comme Intel, etc., qui a été largement mainstreamée par une boîte comme Google et qui est assez utilisée du coup en France depuis une dizaine d'années, principalement dans l'univers startup. Donc la méthode des OKR, c'est la méthode des objectifs and key result, objectifs et résultats clés en français. Et en fait c'est une méthode où tu mets sur papier. Tu pars de ta vision, tu écris par exemple 3 grands objectifs, ou par exemple un objectif pécunier, un objectif de performance, un objectif marketing. Et du coup, en fait, tu détermines 1, 2, 3, 4 résultats clés liés à cet objectif, qui sont chiffrables et mesurables. Et en fait, c'est en disant que tu atteins ces résultats clés, que du coup, tu auras réussi cet objectif. Exactement. Voilà. Ouais. Et sous ces résultats clés, tu rajoutes des tâches et à chaque fois. Des tâches et des projets, ouais. Exact. Et c'est ça ta fameuse to-do list. Il ne faut pas que les résultats clés, ça soit une to-do list. La to-do list des tâches ou des projets, etc. C'est du coup ce que tu dois faire pour atteindre tel résultat clé. Exactement. Donc toi, tes 3 OKR, du coup, tu allais dire? Ouais, mes 3 OKR, c'est simple, c'est continuer à être un entrepreneur d'exception qui impacte massivement le marché francophone et qui est une référence, et devenir la référence. Donc c'est un de mes OKR clés sur les 3 C'est à presque 5 prochaines années. c'est presque un OKR presque ego trip, dans le bon sens du terme, Ouais, du ouais. coup. Ah, bien sûr, par exemple, un de mes ego trips qui fait partie de mes key results, c'est le 18 avril 2025, donc c'est pas tout de suite, tu vois, on est en septembre 2020, on est en 2023 là maintenant. Ouais, 2023. Tu vois, donc c'est pas tout de suite. J'organise un séminaire pour mes 30 ans pour give back à toutes ces personnes qui me font confiance
où il y aura 3000 personnes à Paris. Et le but, c'est d'avoir des intervenants de malades, un concept de malade. Je suis déjà en train de choisir les salles, je suis déjà en train de faire ça. C'est un budget 500-600 000 euros, mais ça me fait plaisir. Et tu vois, ça fait partie justement d'un des key results par rapport à mon OKR lié au business. Et dans ça, j'ai plein d'autres key results en dessous. Il y a des liens au podcast, il y a des liens à d'autres boîtes, il y a des liens à entrepreneurs.com, il y a des liens à ma visibilité propre. Voilà. L'autre key result, c'est avoir j'ai appelé ça une santé, un physique de haut niveau. C'est-à-dire continuer à me comprendre, à me connaître. J'ai pas envie de devenir Arnold Schwarzenegger et autres, ça m'intéresse pas. Mais par contre, je veux un niveau de performance mentale, santé, énergie, capacité de réflexion, de raisonnement et puis performance physique globale hors du commun. Et ça va me permettre de servir aussi cet objectif, mais le dernier qui est de fonder une famille, avoir un équilibre pro et perso, qui est quelque chose de très important pour moi et qui fait que si tu veux, tu peux pas fonder une famille comme tu voudrais fonder une famille ou autre si tu veux deux gosses, une femme, avoir du temps, etc., etc. Et être l'entrepreneur de l'année sans avoir des conditions physiques, intellectuelles et savoir optimiser l'ensemble de ton temps, ton énergie, etc. Du coup, si tu veux, tout est lié. Et c'est ça en fait pourquoi je fais tout ça. Et bien sûr, au fond, tu as du fun, du kiff, j'aime ce que je fais et je me verrai. C'est une question que mon mentor, j'ai plusieurs coachs et autres, et j'ai un de mes mentors, il me posait cette question il y a de ça 2-3 semaines. J'étais à Bangkok chez lui en immersion pendant une semaine. Et la question sous-jacente, c'était est-ce que tu devrais faire quelque chose d'autre, quoi? Pourquoi tu fais tout ça? Et j'ai beau y réfléchir pendant plusieurs heures intensément au point de me faire un mal de crâne, je me verrais pas faire autre chose en fait. En aucun cas. Que ça, quoi. Tu vois, dans aucun monde, je me verrais faire autre chose. Je kiffe tellement ce que je fais. Même là, être là avec toi, discuter, après, tac, tac, rencontrer tous ces gens, tout. Je peux pas. Donc ouais, voilà. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Si, très bien, très bien. Et en fait, d'un point de vue, on va dire, un peu plus opérationnel et moins personnel, etc., Ouais. c'est où est-ce que tu veux amener entrepreneurs.com? En fait, à part de dire, je veux continuer à faire la même chose, mais je veux le développer de manière massive. Est-ce que c'est ça ou est-ce que du coup, tu vas continuer à monter d'autres verticales, en fait, à faire grossir en fait un peu cet écosystème, cette galaxie de business, ou est-ce que du coup tu vas rester quand même assez focus sur ce que tu masterises aujourd'hui et pour le faire grossir? C'est quoi un peu ta stratégie, ta vision? Ouais, je pense qu'on n'a pas encore fini le scaling vertical dans le marché aujourd'hui. On n'est pas encore assez profond sur le scaling vertical dans ce marché aujourd'hui pour continuer à amplifier le scaling horizontal. Donc avec de nouvelles business units, avec d'autres structures. Là actuellement, tu vois, il y a entrepreneurs.com, il y a aussi la partie consulting, il y a aussi le mastermind que j'ai co-créé donc avec Oussama, il y a aussi une agence digitale, il y a aussi une agence vidéo, Numadeo, il y a aussi la partie closing, il y a plein de choses, tu vois, à côté. Il y a aussi d'autres boîtes, mais qui sont moins liées à l'écosystème direct entrepreneurs.com dans lesquelles je suis au capital minoritaire qui s'est fait suite à des consultings et à un bon feeling, et à des synergies, et à une énergie qui fait du sens. Donc ça continue à se développer, mais j'ai des charges opérationnelles qui sont vraiment infimes, voire inexistantes. Et de l'autre côté, il y a entrepreneurs.com qui effectivement prend le plus clair de mon temps et de mon focus, mais que j'arrive à gérer en opérant sur la structure. Allez, on va dire, on est sur du 8 à, parfois moins même quand c'est des semaines comme celle-ci, 6 à peut-être même moins à 12 heures par semaine, tu vois. Et ça tourne complètement parce que j'ai constitué une équipe qui fait que aujourd'hui je peux leur faire confiance quasiment les yeux fermés. Pourquoi quasiment? Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai juste un call par jour avec mon directeur des opérations, un call par semaine avec le responsable de chaque pôle, et puis je sais que le reste déroule et fonctionne. Parfois il y a des semaines dans lesquelles je suis davantage dans l'opérationnel quand il s'agit de mettre en place des process, quand il s'agit de préparer les team building, quand il s'agit de définir les OKR, quand il s'agit de revoir certaines choses, quand il s'agit de répondre à des problématiques majeures, quand il s'agit de recruter des personnes clés, quand il s'agit de créer un nouveau produit, etc. Là c'est normal, en tant que CEO, tu dois justement apporter ton edge et grinder la chose comme ça. Mais sinon, au jour le jour,
Si je mettais davantage de temps dans tout ça, je ne pourrais pas être sur toutes ces structures, je ne pourrais pas en plus faire mon personal branding, en plus avoir le déclic, etc. Ouais, c'est ça en fait du coup qui m'intéresse en fait, de savoir un peu comment tu organises ton temps. Alors est-ce que du coup tu as une vie, alors, je pense avoir la réponse, mais est-ce que tu as une vie quand même assez casanière, par exemple, comme la mienne, ou quand même, à part quand je viens sur Paris comme ça pour faire des tournages, des rendez-vous ou quoi, moi j'essaie justement, je suis quelqu'un qui est vachement drivé en fait par la routine, c'est ce qui m'aide en fait à être efficace et à être intense, etc. Donc moi j'essaie d'avoir des semaines qui se ressemblent en fait et qui sont embriquées les unes aux autres de la même manière, au moins pour la première partie qui est le 6h à midi, etc. Après, bien sûr, je vais avoir des personnes différentes en visio ou autre rendez-vous l'après-midi. Mais en fait, toi, est-ce que du coup, tu es organisé comme ça, par routine, alors qu'une routine qui, moi, que je fais quand même évoluer tous les mois, tous les 2 mois, etc. Tu vois, pas plus tard que ce matin, j'ai effacé tout mon agenda et j'ai tout recommencé parce que mes objectifs changent, ma vision de mon auto-audit, l'auto-audit que je fais change, etc. Mais est-ce que toi, tu travailles comme ça en mode routine avec du coup des blocs dans ton agenda qui ne bougent pas d'une semaine à l'autre? Ouais, complètement. 80% de mon temps, je le passe du coup chez moi à Dubaï. Le reste, je suis en vadrouille, je suis en déplacement, comme ici cette semaine ou autre. Là, ce matin, j'étais à Chypre, ce soir, je suis en Normandie, aujourd'hui, je suis à Paris. Et du coup, j'enchaîne et je fais en sorte, quand je suis en déplacement, j'enchaîne à fond. Mais sinon, 80% de mon temps, je le passe là-bas. Mon quotidien, il est simple, hein. Je me réveille à 7h. Avant 8h, je fais aucun truc professionnel, je me force à le faire. Sinon, mon cerveau, en fait, il se réveillait beaucoup trop tôt. Et du coup, c'est pas bon pour mon sommeil. Donc là, j'ai ma routine du matin. De 8 à 11, première session de deep work de 3 heures. De 11 à 13, je vais à la salle, je vais manger, je vais me doucher, je vais faire 2-3 trucs. Voilà. J'ai 2 heures C'est en pour toi, gros quoi. pour moi. Ensuite, de 13 à 16, deuxième session de deep work de 3 heures. De 16 à 17, théoriquement, j'ai une pause. J'utilise rarement, mais en tout cas, je vais prendre un temps pour manger, boire, m'aérer l'esprit, éventuellement marcher, etc. De 17 à 20, je vais rebosser encore. Troisième session de deep work de 3 heures. Tu dois être claqué quand même là sur celle-là ou non, quand même, tu as réussi Non. à reprendre des forces, etc. Et tu Ouais, c'est bon. as un bon rythme comme ça. Très bon rythme, ouais, je Ok. ne vais pas claquer. De 20 à 21, en général, je vais bosser en apprenant quelque chose ou regardant un truc ou faire des reviews sur des trucs légers, etc. Et de 21 à 23, je vais en général voilà, rien faire, quoi, avoir des amis, faire un truc perso, passer du temps pour moi, mes proches, etc. Et de 23 à 23h30, je vais déconnecter complètement des écrans. Donc les 2 dernières heures avant de dormir, j'essaie de ne pas travailler. Et les 30 dernières minutes avant de dormir, j'ai pas d'écran du tout. Et ensuite, je dors. Je dors à peu près, j'essaie de dormir 7 heures minimum. J'arrive rarement plus. Et je fais ça 6 jours sur 7. Donc du lundi au samedi. Et le dimanche, j'essaie d'être off. Je dis j'essaie parce que dans tous les cas, mon entourage, mes proches, on parle toujours de business, ça fait partie de notre ADN. Et puis j'ai quasi que des potes business. Donc voilà, et puis je fais d'autres sports à côté, je me fais plaisir, une petite yacht party, un petit truc cool, tu vois, qui change les idées. Ou alors Classique, je quoi, une voyage. autre partie, quoi, comme un dimanche comme les autres, quoi. C'est ça, exact. Non, mais, Donc, parce que tu non, vois, mais à Dubaï, c'est commun, hein. Tu vois, tu prends un petit bateau pour 500 euros, on est 20, ça nous coûte 20 balles chacun, même Ouais, pas. ouais, Ou bien c'est sûr. quelqu'un qui invite ce week-end, et puis on passe du bon temps, c'est comme. Enfin, c'est une activité comme une autre. Ouais. Ah, mais ça, du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que donc, c'est vrai que bon, je pense que les gens avaient compris, ceux qui te connaissent le savent, etc. Toi, tu vis à Dubaï depuis quoi, 4-5 ans? Non, peut-être moins? Non, 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 ça fait 2 ans que j'y vis. Ah, 2 ans, quand même, c'est Deux ou assez trois récent. ans, je sais plus 2 ou 3 ans, mais ça fait par contre 4-5 ans que je fais les allers-retours pour des séminaires et des choses comme ça. Donc depuis 2018, mon premier séminaire où j'intervenais c'était 2018 à Dubaï. Donc ouais, 5 ans. Et 5 ans que je alors, fais c'est ça là-bas. en fait que les gens vont se demander, en fait, c'est pourquoi, du coup, ça semble être un peu l'Eldorado. Ouais, Et justement, et c'est vrai que, du coup, pour beaucoup d'infopreneurs, en fait, c'est vrai qu'il y a peu de start-upers qui vont à Dubaï ou ouais. peu de CEO d'agences, d'agency qui vont à Dubaï. Qu'est-ce qui fait que Dubaï, c'est un peu the place to be pour cette catégorie d'entrepreneurs? Bah, plusieurs choses. Déjà, le premier point, si j'étais français, pardon, j'aurais très certainement répondu les impôts. Ouais. Donc moi je suis suisse, mes boîtes ont toujours été en Suisse, quand elles n'étaient pas en Suisse elles étaient à Londres. Donc toi, ça change rien J'ai pour un schéma toi. fiscal qui fait que c'était relativement déjà optimisé, avantageux et où j'avais pas cette pression, cette oppression constante que certains Français peuvent en tout cas avoir ou m'exprimer ou exprimer. Donc c'est pas cette raison pour laquelle j'y suis allé. Alors c'est sûr
Tu passes de 18% à 0%, ça fait toujours plaisir, mais pas toutes mes activités ont été délocalisées là-bas et de loin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est il fait beau toute l'année. Il fait beau Pas toute mal. l'année, moi j'ai besoin du soleil, j'aime le soleil, j'aime bien vivre, j'aime la vie, j'aime les petits yachts parties, j'aime les petits beach clubs, j'aime côtoyer des gens, j'aime networker, j'aime échanger, j'aime discuter. Tu vois, ce que je fais à Paris, les events comme ça, j'en fais aussi à Dubaï avec différents partenaires ou autres. Souvent le dimanche, on se fait des brunchs, on n'est pas deux, on est plus entre 12 et 40. Quand on se fait du paddle, on a créé un truc de paddlepreneur, un groupe WhatsApp paddlepreneur, on est 50 entrepreneurs français où on se fait des tournois tous les vendredis 19h. Tu vois, il y a un gros regroupement d'entrepreneurs. Il n'y a pas que des infopreneurs, hein, il y a vraiment des gros, même des très très gros players. Donc ça, c'est un autre point. L'énergie aussi. La première fois que j'y suis allé, que j'ai quand même songé à y aller vivre, donc j'habitais à Londres, ça faisait un petit peu plus d'un an et demi que j'habitais à Londres. Pourtant, je vivais très bien à Londres, j'étais dans une des meilleures tours de Londres, meilleur quartier, penthouse, presque dernier étage, vue panoramique incroyable, tu vois, je pouvais pas me plaindre. Mais tu as le smog, donc ce brouillard constant, c'est pas le même mindset quand même, très peu de francophones, donc c'est pas la même chose. Voilà, j'avais moins d'affinité dans cette ville. J'arrive à Dubaï, instantanément l'énergie que cette ville te fait ressentir. Je me souviens, je gardais le chien d'un pote, c'est pour ça que j'y suis allé, d'un associé, pendant 3 semaines. Il m'avait mis à disposition son appart. En plus, tu vois, c'était pas n'importe quel appart, donc en plus de ça, j'étais vraiment bien. Il m'avait mis bien. Et là, tu vois, dans ma tête, il y a un truc qui switch. Et j'étais dans un mindset, c'était en 2019 à ce moment-là, ou 2020. Ouais, 2020. J'étais dans ce mindset en mode, ouais, c'est bien 10 millions par an. Et au bout du 3-4e jour, en échangeant avec différentes personnes, en regardant ce qui se passe autour de moi, je me dis, mais c'est de la grosse merde 10 millions par an. En fait, c'est 100-200 millions qu'il faut aller chercher. Pourquoi en fait tu es aussi médiocre et t'es dans cette suffisance parce que tu as ces aptitudes, ces capacités, tu as déjà fait ça. Regarde autour de toi, cette tour qui est en train de grandir, ce truc-là, ce mec qui était dans une favela en Inde et qui est aujourd'hui milliardaire ici à Dubaï, ce truc, ce machin, ce mec que tu as rencontré là dans ce petit resto et cette discussion que tu as eue, ce gars qui était là, qui est revenu là, qui est revenu là-bas, truc de fou, tu vois. Et cette inspiration, cette énergie, je la trouve nulle part ailleurs que là-bas. La proximité que tu as avec certaines personnes, la sécurité, la qualité de service. Enfin, c'est la qualité de service. En fait, les gens qui nous écoutent ne peuvent pas se rendre compte à quel point cette ville est extraordinaire et a été conçue pour les entrepreneurs, pour te faire kiffer, pour te rendre la vie meilleure, pour tout. À peine t'arrives, tu te sens mieux. Genre là, je te jure, je suis plus là-bas depuis 3-4 jours. Pourtant, j'étais dans la meilleure ville de Chypre, le meilleur hôtel de Chypre, tout frais payé, invité et tout dans le cadre d'un mastermind. C'est cool, hein, mais j'étais pas bien. Je suis beaucoup mieux à Dubaï. Donc ça te crée une sorte de petite diva, c'est sûr. Ça j'avoue, je suis devenu une petite diva. Quand tu vois le service à Paris, la France, un des plus beaux pays au monde, Paris, l'une des plus belles villes du monde, tu as des endroits extraordinaires, des restaurants extraordinaires, la nourriture extraordinaire, les gens tirent la gueule, le serveur dans un truc, tu payes 12 euros ton café, il te jette ton truc comme ça, limite, il te dit allez, va te faire foutre, c'est l'heure là, il faut que tu te tailles. Dans certains endroits, tu vois, la qualité de service, l'écoute, le truc, n'importe quoi, tu veux, tu vois, moi j'arrive à Dubaï à chaque fois, j'atterris. Je sais que j'ai toutes mes chemises, mon pressing qui est posé sur un cintre devant ma porte. J'ai oublié, je commande un truc pour mon petit déj, boum, mes commissions elles sont là dans 15 minutes, elles sont posées devant ma porte. Je veux faire venir coiffeur, barbeur, manucure, pédicure, massage, machin dans mon appart. En 15 minutes, c'est dans mon appart, tout est fait. Femme de ménage, pareil, tout est clean. La sécurité, je peux laisser du personnel chez moi directement. Je peux laisser la porte ouverte en mon absence pendant 3 semaines, je sais qu'il ne se passera absolument rien. Tu vois, c'est fou. Comment t'expliques ça que ce soit aussi sécuritaire? Ça fait partie de l'ADN de Dubaï en fait. Ça fait vraiment partie de l'ADN de Dubaï. Ils rigolent pas. Tu vois, en France, en France, en Suisse, en Europe, à Londres, à Barcelone, partout, hein, c'est partout pareil, hein, c'est pas que la France. Tu fais une connerie, qu'est-ce qui va se passer? Rappel à l'ordre, éventuellement une amende qu'au pire tu payeras pas. Si un truc au tribunal, qu'est-ce qui va se passer? On va faire appel, ça va durer 6 mois, 1 an, 2 ans, éventuellement petite amende que tu payeras pas. Puis au pire, tu fais de la tôle, mais ça rend limite service à certains d'aller en tôle. C'est très triste, mais on est dans un système aujourd'hui où rien n'est fait pour que tu sois vraiment en sécurité. Dubaï, Coco, tu fais un truc de travers, un pet de travers,
on te fout dans un goulag au milieu du désert pendant quelques jours pour te rafraîchir les idées, et puis ensuite on te renvoie chez toi dans ton pays où que tu sois, tu vois, si vraiment. Et ça, c'est la réalité. Donc, Genre une baston à Dubaï, c'est impardonnable. ouais, Tu... ça n'existe pas. Tu sais que tu t'es plus là quoi après. Une insulte à Dubaï, c'est impardonnable. Une insulte. Demain, je suis pas content avec toi, je te dis une insulte. T'es mon pote pourtant, il y a un témoin. Je vais déposer ce qu'on appelle un case, donc c'est un casier, voilà, c'est un dossier. Le témoin dit oui, il a effectivement dit cette insulte à cet individu. Soit tu payes telle amende, soit tu peux gentiment rentrer. C'est pour te dire, tu vois. Donc les gens se portent à carreau. Il n'y a pas un truc par terre, il n'y a pas un mégot par terre, il n'y a pas une bouteille par terre. J'ai déjà oublié une Rolex à l'aéroport à Dubaï. J'avais ce jour-là même oublié mon passeport dans le même aéroport. J'étais serein, tu vois, je courais plus après mon passeport parce que ça me faisait chier les démarches que ma Rolex. Je savais que de toute façon, quelqu'un allait la prendre, la récupérer, la mettre quelque part, ou au pire avec les caméras, on allait le suivre, le retrouver, c'est ok, tu vois, dans un aéroport où les gens peuvent se barrer, qui plus est. Mais t'es serein parce que n'y a pas de souci. Alors que en France, en Suisse, n'importe où, tu laisses juste ton chargeur de téléphone posé sur une table et tu vas pisser, tu reviens, il est plus là. Ouais. Tu vois. C'est pas explicable. 100% des gens qui, plus est, habitent depuis un certain temps là-bas te le diront. Même ceux qui ont des a priori négatifs à chaque fois me l'ont dit. Même, tu vois, Oussama en parle des fois dans le podcast aussi, dans son permission. Quand il raconte Dubaï, il avait des a priori négatifs. Aujourd'hui, il ne se verrait vivre nulle part ailleurs. Pareil, Yomi, il revient alors qu'il a quand même un rythme de vie lorsqu'il est à l'extérieur pour ses vacances qui est vraiment très agréable, où qu'il soit dans le monde. Il revient à Dubaï, ça fait 15 minutes qu'il est là. Oh, qu'est-ce que je me sens bien, tu vois. Et c'est tout le monde comme ça. Même les gens qui n'ont pas forcément les moyens financiers. Tu n'as pas besoin de dépenser 10 000 euros par mois à Dubaï tous les mois pour vivre. Tu dépenses... Alors c'est sûr, il faut faire de l'argent, hein, mais tu gagnes 2 500, 5 000 euros par mois à Dubaï pour ton rythme de vie. Et je te parle d'un couple, d'un foyer, hein, d'une famille, pas juste un mec seul célibataire. Ouais. Tu peux vivre très très bien et confortablement à Dubaï, incluant ton visa, incluant le fait que tu vas au restaurant, incluant le fait que tu fais des activités, incluant le fait que tu ne vis pas dans un taudis, incluant le fait que tu vas au sport, incluant le fait que tu peux partir en vacances, incluant le fait que tu manges correctement. Donc tu vois, on est quand même on est dans un autre monde en fait. On est vraiment dans un autre monde. Soit tu adhères, soit tu n'adhères pas. Je ne juge pas ceux qui aiment la nature, le reste, etc. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je me verrais nulle part ailleurs. Tout comme je ne verrais faire rien d'autre. Donc, a priori, tu vas pas déménager tout de suite, quoi. Alors, j'aime la Suisse. Je viens de Suisse, je suis né en Suisse. J'aime la Suisse. Parfois, ça me manque quand même, tu vois, la nature, etc. Ça serait l'idée de créer une sorte d'équilibre, tu vois. Et par contre, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, etc., être full-time en Suisse, ou même peut-être avant. Faire moitié-moitié, par exemple. Exactement, tout à fait. Passer l'été en Suisse et... complètement. Là, c'est ce que je vais faire. Là, tu vois, pendant jusqu'à juin, juillet, je vais être à Dubaï. Je vais très certainement passer 3-4 mois en Suisse. Puis après, on verra ce que je fais, tu vois. Okay. Donc je suis dans cette démarche, ouais. Ok, trop bien, Alec. Écoute, est-ce qu'il y a des sujets ou une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Pourquoi Club Sandwich? C'est une bonne question. Il y a 2 raisons à ça. En fait, déjà, moi, dès que j'ai des idées de marque ou des trucs qui me plaisent, etc., j'ai une petite liste sur Notion qui s'appelle IDs List. Et en fait, je mets tous les noms de marques ou quoi, qui soit en fait ne veulent rien dire, soit qui sont vraiment pour un business en particulier. Le cas de Club Sandwich, parce que c'est mon premier rêve entrepreneurial que j'ai depuis le lycée, depuis une sale expérience avec un sandwich dégueulasse que j'ai mangé chez Paul, en disant demain, moi, je monterai une franchise de sandwich et ce sera le meilleur sandwich au monde. Parce que moi, il faut savoir que je déconne pas avec les sandwichs. Moi, je me fais pas un jambon beurre et un peu de gruyère. Moi, le sandwich, je mets au moins 20 minutes à le faire. Ce midi, tu as mangé... J'ai mangé un sandwich. Alors? Qui était pas mal, ça va, il faisait le boulot. Bon, franchement, il était quand même assez petit, on n'avait pas beaucoup de temps pour manger. Et tu vois, encore une fois, pour 5 balles, un petit sandwich comme ça, bon, ça faisait le boulot, mais c'était pas ouf. Moi, j'aime bien faire les sandwichs, je me fais des sandwichs premium, quoi. Ouais. Je me fais des sandwichs que je me dis, si je le vendais, c'est 10 € minimum, quoi, tu vois. J'aime bien faire ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai une petite fille qui s'appelle Juliette qui a 7 ans, qui veut surtout pas être entrepreneuse. Et à la gorge, c'est pas grave, pour l'instant, je la pousse pas. Mais par contre, on joue à l'entrepreneuriat ensemble, etc. Parce qu'il faut savoir que depuis qu'elle a 3 ans, on a un rituel, c'est elle me raconte sa journée, enfin depuis qu'elle est à l'école, elle me raconte sa journée, je lui raconte la mienne. Donc, ce qui fait qu'elle, en fait, depuis 3 ans, elle entend des trucs comme clients, chiffre d'affaires, meeting,
des mots que moi j'ai appris plutôt quand j'avais 20 ans, quoi. Et du coup, on jouait à un jeu, comme si on montait une boîte ensemble. Et donc, du coup, je lui dis, quoi de mieux de faire Club Sandwich ensemble. Et donc, quand on fait des voyages en voiture, etc., on crée l'offre ensemble. Tu vois, on dit, bah, tu vois, tel sandwich, on l'appellerait tel, on lui donnerait tel branding, on mettrait telle chose, etc. Et C'est incroyable ça. on prend du coup ma femme en consultant extérieur, etc., à qui on fait un peu valider nos idées, etc. Et j'ai une liste comme ça où on joue à ça. Et donc, je me suis dit, je le lancerai peut-être pas tout de suite, cette franchise de sandwich, mais je sais que je le ferai un jour. C'est sur ma dream list. Ok. Et là, en fait, je cherchais un nom pour le podcast. Et en fait, comme je suis obligé de tout faire très vite, moi, souvent, les noms de marques, bah, justement, c'est dans ma to-do, en fait. Et je dis, bah, là j'ai 5 minutes, il faut que je trouve, quoi. Parce que je pars du principe qu'avoir une belle brand, c'est hyper important. Mais en fait, ça sert à rien en fait, de s'évertuer à y réfléchir pendant des mois et des mois, sauf quand c'est ultra stratégique comme entrepreneurs.com, etc., où je comprends qu'il y a eu un investissement, une négo, etc., et tout, parce que c'était quand même quelque chose qui devait être hyper important. Moi, c'est un podcast qui fait partie de ma stratégie média. Donc, en fait, tu vois, c'est une pièce d'une pièce Ouais. de mon écosystème. Ça va, en fait, c'est plus le contenu qui va être important plutôt que la marque. Donc, voilà pourquoi Club Sandwich. Moi, j'ai hâte de venir manger un sandwich chez toi dans Bah, quelques écoute, années. Carrément, carrément. Mais tu vois, là, de cette dernière chose dont on parlait, ça me faisait penser en fait à cette fameuse dream list que j'ai. Mais en fait, où ça va du truc très simple à avoir une sandwicherie, au truc incroyable acheter un club de foot amateur et le rendre, enfin le faire monter en Ligue 1, en Champions League, etc. Et tout, tu vois, qui est le rêve ultime de ma vie. Il y a quoi sur la dream list d'Alec Henry? Est-ce qu'il y a des choses comme ça encore une fois, qui peut être plus ou moins modeste à hyper ambitieux. Et on pourra finir le podcast là-dessus. Je vais la poser du coup à tous les invités. Ouais, carrément, carrément. Écoute, j'ai une dream list que j'ai pas mis à jour depuis bien longtemps, tu vois, parce que je me rends compte que par exemple, sauter en parachute seul n'a pas été coché alors qu'aujourd'hui j'ai la licence ou des trucs comme ça. Faudrait que je réfléchisse, mais tu vois, par exemple, ce fameux séminaire de 3000 personnes fait partie de ma dream list, par exemple, et c'est le premier podcast sur lequel j'en parle et je l'annonce publiquement ce 18 avril 2025. Et pourquoi? Parce que pour la petite histoire, on est en 2018, je suis au premier rang d'un des plus grands séminaires business de francophonie. Derrière, j'ai investi dans un ticket VIP, etc. Puis je regarde ça comme ça. C'est qui organisait? C'était Cédric Anissette à l'époque avec QLRR, Quitter la Rat Race. Et d'ailleurs, qui réorganise ça là en 2023 ou 2024. Enfin, je sais qu'il est en train de refaire des ventes là. Il avait arrêté pendant, je crois, 2-3 ans à cause du Covid notamment. Et si tu veux, genre, moi je suis au premier rang comme ça, je regarde et je me dis putain, j'aurais la personne à droite, à gauche qui étaient des proches. Et je leur dis, je sais pas comment, mais dans un an pile, je suis sur cette scène pour la prochaine édition 2019 et je raconte à ces 3000 personnes, il y a 3000 personnes dans la salle, comment j'ai tout niqué le game pendant un an et je leur enseigne la méthodologie que j'ai appliquée pendant un an pour le faire. Et c'est en niquant ce game-là que j'aurais gagné ma place pour venir l'expliquer, tu vois. Et je me fais cette promesse à moi-même. Et puis en fait, quelques minutes plus tard, du coup, Cédric sur scène vend un mastermind à 20 ou 30 000 euros la place. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai un peu d'argent dans les caisses, mais c'est énorme pour moi, tu vois. C'est vraiment énorme. C'est pas un argent comme ça que je peux me permettre de dépenser. Même le ticket VIP, c'était quelque chose de conséquent pour moi. 1500 ou 2000 euros la place, c'était énorme. Bref, il faut remplir une enveloppe jaune. Je remplis cette enveloppe jaune plus encore que ma candidature quand je voulais aller dans une école ou un truc comme ça ou trouver un job. Tu vois, je jouais ma vie. Enfin, je me suis dit, si je vais à ce mastermind, je vais me créer un nouvel entourage. 2, je vais avoir une proximité avec l'organisateur de ce séminaire. Donc, je risque potentiellement d'attirer son attention et de me faire inviter si je suis à la hauteur et que j'ai des résultats. Et le tout, c'est que cet entourage et ces stratégies vont me permettre de maximiser les probabilités d'avoir des résultats. Bon, or, j'ai été accepté, j'ai payé ce truc-là, ça m'a fendu en deux parce que c'était énorme pour moi. J'ai pas forcément appris des stratégies hors du commun qui m'ont permis d'atteindre ce résultat. Dommage à ce prix-là. Dommage à ce prix-là, très dommage. Mais par contre,
Ça a été très rentable pour moi parce que j'ai vendu beaucoup de consulting et de coaching aux membres de ce mastermind qui cherchaient des stratégies qu'ils n'avaient pas forcément trouvées parce qu'ils ne vendaient pas le mastermind pour les stratégies mais pour autre chose. J'ai développé un réseau, j'ai pris conscience de plein de choses et j'ai été invité sur scène du coup 1 an plus tard devant ces presque 3000 personnes, l'année d'après il y avait moins de gens, presque 3000 personnes, pour raconter comment j'avais tout niqué durant 1 an et la stratégie, la méthodologie que j'avais achat. Donc si tu veux, j'ai créé un ancrage avec cette histoire de ce séminaire sur scène, plus de 3000 personnes, etc. Parce que j'ai jamais fait 3000 personnes ou plus, c'était toujours un petit peu moins. Et voilà, c'est un de mes trucs de la Dream List. Un autre truc de ma Dream List, c'est que j'ai envie de nager avec des requins-baleines. Là, j'ai passé mon PADI. Je dois encore passer à un niveau supérieur. Et puis, j'ai envie d'aller me faire kiffer à nager avec encore plein de mammifères marins et découvrir plein de choses qu'il y a sous les mers. Je préfère ça au parachute. La dernière fois que j'ai sauté, j'ai failli crever. Du coup, j'ai ressauté quand même pour pas créer un trauma. Mais je préfère ça au parachute. C'est plus cool, c'est plus fun. Et voilà, hein, globalement, atteindre mes OKR aussi. Et venir manger un sandwich dans ta sandwicherie un jour dans quelques années. Je vais l'ajouter à ma dream list, tiens, je vais l'ajouter après. Eh ben écoute, c'est cool Henri, ce sera le mot de la fin. Yes. Merci en tout cas, merci à toi. Merci aux auditeurs qui sont restés jusqu'au bout. Je vais remercier également Shine qui est notre sponsor. Et merci au Crayon pour l'accueil. Et encore une fois, merci à toi Alec d'être venu, d'avoir pris ton temps pour faire partie de cette première saison de Club Sandwich. Avec plaisir, merci à toi. Merci à tous, au revoir.